Allô, est-ce que tu m'entends correctement? Ouais, je t'entendais, ça doublait ma voix tout à l'heure, c'est un peu chiant. Et là, ça n'est plus le cas. Non, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, parfait. Le prénom que tu as choisi pour ce phone coaching? Tu vas m'appeler Ferdinand. Je vais t'appeler Ferdinand. Ok, volontiers. C'est la première fois que j'appellerai de ma vie quelqu'un Ferdinand. Et tu vas me... Oui, Ferdinand, mais ça aurait été fastidieux. Oulala, tu vas encore m'attirer des ennuis. De toute façon, je ne connais pas de Louis Ferdinand. Et je te demanderai de bien nous rappeler que je t'ai informé que c'était enregistré, blablabla. J'ai bien conscience que tout ça. Vas-y. Ok, écoute, Stéphane, je t'avais envoyé un mail il y a quelques jours, donc je t'ai présenté ma situation, je sais pas si tu t'en rappelles. Je me rappelle du mail, mais je ne me rappelle pas de ton identification, de ton identifiant, donc en fait je ne sais plus qui c'est. Ok, c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, en gros, donc, pour présenter ma personne, c'est dont je m'introduis. Donc j'ai 26 ans, je suis dans l'armée, donc chez les parents. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je l'ai en tête. Tu te rappelles de moi? Oui. Ça y est. Donc voilà, écoute, ce que je voulais te demander, c'était avec... Tu es dans l'armée, dans les paras, donc tu as une certaine dose de H, on imagine. Crois pas, hein, j'ai fait ton test, je suis à 73,27. 76 73. 73. Bon. Non, je suis pas l'espèce de gros bourrin que t'as l'air d'imaginer. Non, mais de toute façon, j'ai remarqué que le beaucoup, alors les gens imaginent que alors déjà de quel test parle-t-on? On parle d'un test qui est tout à fait, voilà. Non, mais toi tu le sais, moi également, mais je dois toujours le rappeler aux gens qui nous découvriraient pour la première fois dans ce phone coaching. C'est un petit test divertissant, léger et facile que j'ai mis en ligne sur l-lui.me, donc L comme E2LE, tiré du milieu lui, lui.me, M-E, et qui permet, alors on va me dire oui, mais il est trop simple, les questions sont trop basiques, etc. Oui, mais enfin, quand je fais de la vraie sociologie sérieuse, personne ne lit, personne ne comprend et ça n'intéresse personne. Donc, à un moment, il faut quand même savoir, soit on fait de l'accessible et du divertissant et on entend que c'est trop simple et que c'est trop basique, que c'est trop binaire, soit on fait de la nuance et du jargonneux, et dans ces cas-là, plus personne ne lit, ça n'intéresse plus personne. Donc bon, je m'agace un petit peu des remarques entendues ça et là, mais la simplicité des exemples et leur côté parfois un peu archétypal, n'ôtent pas leur part de vérité. Voilà. Ceci étant dit, donc on a donné l'URL, l'adresse de ceux qui souhaiteraient faire ce test, et je préciserai que contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, beaucoup de H ou beaucoup de F, ça ne commence pas à 100% ni même à 95%. J'ai remarqué, parce que moi j'ai les statistiques derrière, évidemment, je traite les stats, j'ai remarqué que beaucoup ça commençait à 75%. Et que énormément, non mais je publierai des stats très prochainement, le temps que je les mette un peu que je les rende visuellement intéressantes, tu vois, que je ne publie pas des chiffres moches. Donc j'ai besoin de faire une petite infographie, une petite mise en image. Mais énormément d'hommes sont à moins de 70% de H, et énormément de femmes sont à moins de 70% de F. Énormément d'hommes et de femmes sont entre 50 et 60 de chaque genre, entre guillemets. Ah ok, ouais, j'aurais pas cru, tu vois, parce que effectivement, moi je trouve que ton test, écoute, il correspond assez bien par ma personnalité, voilà. Je trouve que souvent il était pas mal foutu, quoi. Alors vas-y, j'écoute ton problème. Ok, le problème, en fait il y en a plusieurs petits, donc c'est-à-dire je t'ai dit mon niveau de vie, donc je tourne à peu près 2K € par mois. Je fais de la musique assez haut niveau, c'est-à-dire j'ai fait l'école de musique, trucs comme ça, donc je travaille beaucoup. Je fais du sport, de la musique et ce genre de choses. Et je voudrais savoir les perspectives d'avenir, sachant que mon secret agenda, ça serait d'être, on va dire... Ta feuille de route? Ouais, voilà, ma feuille de route. Pour les non-anglophiles? Ouais, ça serait de pouvoir être casé, en couple vers 35 ans et avoir des enfants, pourquoi pas. Ah ben là voilà ta part de F. On se demandait où était ton 27%, ça y est, on l'a trouvé. Ah, il y est, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucun mal à rencontrer des filles, à les rencontrer si, parce que de ma situation géographique, parce qu'en ce moment je suis en Corse, donc c'est un peu la merde. Pour des raisons
rencontre. Alors, mais tu vois, tu me permets de souligner autre chose, c'est que encore une fois, preuve de l'inéquité et de l'injustice des procès qu'on me fait, quand je m'adresse à quelqu'un qui a des difficultés à choisir ses partenaires et qui a des difficultés à faire des rencontres, on me dit mais tes thèses ne fonctionnent pas parce que tu ne parles qu'à des puceaux. Et quand je m'adresse à quelqu'un qui n'a aucune difficulté à faire des rencontres comme toi, on me dit mais regarde, tu ne parles qu'à des dragueurs. C'est-à-dire qu'en fait dans les deux cas, j'ai toujours tort en fait. Bah, tu peux t'attirer les foudres des deux camps en fait, ouais. C'est dans les deux cas j'ai tort. C'est-à-dire que si tu m'avais dit que tu avais eu très peu de copines, on m'aurait dit mais ce ne sont que des conseils pour se débarrasser du poids de sa virginité. Et quand tu me dis que tu n'as aucune difficulté, donc tu me laisses entendre que tu es plutôt un garçon qui a profité de la vie en son temps et avec des partenaires, on le rappelle évidemment, consentis et consentantes. Et tout à coup, on va me reprocher l'excès inverse, c'est-à-dire que de ne parler qu'à des dragueurs professionnels. Donc l'inéquité d'un procès, c'est quand dans les deux hypothèses de sortie, en fait, l'accusé a toujours tort, tu vois. Donc là, j'aurais toujours tort à quiconque m'adressais-je. D'accord, ouais, non, non, après, je suis pas un dragueur fou non plus, quoi. Mais je sais bien, t'es simplement un mec normal qui a le choix. Et comme je l'ai déjà expliqué dans un autre phone coaching qui s'appelle quand un garçon de 23 ans a le choix, il se comporte comme ça. Et bien en fait, le déséquilibre de l'offre et de la demande fait que les hommes qui ont le choix sont en minorité. Et donc tout à coup, un homme qui a le choix et qui a plusieurs partenaires sur une durée relativement courte, tout à coup éveille un certain nombre de soupçons, comme s'il était poussé par une force maléfique. Non, en fait, c'est simplement qu'il a le choix, c'est tout. Et que quand il a le choix et qu'il n'a pas d'engagement moral monogamique, eh bien, il en profite. Mais en fait, tout être humain qui a le choix en profite, tu vois. Simplement, la façon dont une femme attirante va valoriser et va transformer, une femme attirante va monétiser son pouvoir d'attraction, mais pas de cette façon-là. Une femme extrêmement attirante, comme l'a démontré Esther Villard dans le sexe polygame, une femme extrêmement attirante va monétiser, va capitaliser, va valoriser son pouvoir d'attraction, pas de la façon dont tu l'as fait toi, c'est-à-dire pas en s'amusant et en allant à droite et à gauche, mais au contraire en se créant, en cassant sa dépendance à la séduction et au plaisir et au sexe pour se rendre totalement inaccessible et pour attraper du très très gros poisson. Tandis qu'un homme attirant, comme cette stratégie lui est interdite, un homme attirant, en fait, il va valoriser, capitaliser, transformer son pouvoir d'attraction en amusement, divertissement et en histoire sans lendemain. Voilà, donc c'est pas vraiment une dissertation qui t'intéresse, mais je profite désormais des phone coaching pour essayer de faire des médiations et des connexions entre mes différents contenus. Voilà. D'accord, non, mais comme je te disais, c'était pas le problème, il vient pas de ça, parce que comme je te dis là, j'étais en mission il y a pas si longtemps. J'ai eu une relation pendant 3 mois avec une copine qui était une brésilienne que j'avais jamais rencontrée, donc je l'ai draguée sur un site, une fameuse application de rencontre, machin, donc je me suis supprimé d'ailleurs depuis. Donc voilà, je suis resté 3 mois avec, je l'ai quitté sans avoir nourri de ressentiment, parce que je pense qu'une relation à distance ça marche pas. Surtout avec des brésiliennes, voilà, les brésiliennes en Guyane, bon, c'est quelque chose quoi. Les brésiliens quoi? Je disais les brésiliennes en Guyane, je dis c'est quelque chose. Ah ben alors là, tu vois. Tu fais le sponsor et t'as marqué billet d'avion sur ta gueule en gros, pour faire simple. Eh ben écoute, je te trouve fasciste, je te trouve réactionnaire, je te trouve machiste et je te trouve à la limite du néonazisme qui est à nos portes. En plus surtout que tu vois, si je voulais faire ma minorité opprimée, je rappellerai que je suis guyanais, donc je ferai le faux insulté, le faux opprimé, et je te condamnerai, tu vois, je te châtierai, je te condamnerai à retirer tes propos en te trouvant un contre-exemple d'une guyano-brésilienne ou d'un brésilo-guyanais qui échappe à ton schéma. Voilà. C'est la stupidité de ces modes de défense, toujours pour contrer la réduction archétypale, c'est toujours se présenter comme la minorité opprimée. Donc tu vois, je pourrais te dire, mais je ne le fais pas,
je pourrais te dire attention, tu viens de t'attaquer à la terre de mes ancêtres et par communautarisme de défense, tout à coup, je me raidis contre toi et tout à coup, je ne te conseillerai pas et je ne t'écouterai plus avec la même bienveillance. Sauf qu'en fait, je m'en fous parce que je suis pas communautariste. J'aurais pas investi et dans tes séminaires et dans une abonnement. Si je pensais que t'en étais à ce stade-là, j'aurais pas fait. Non, mais est-ce que tu te rends compte du nombre d'autres communautés qui aurait réagi de façon épidermique si tu avais osé dire la même chose, c'est-à-dire que... Oui, mais si on entre nous, si tu veux, et puis de toute façon, à la rigueur, je les emmerde, quoi. On va être franc, quoi. C'est là qu'on reconnaît la part de H. C'est intéressant. En fait, les pourcentages intéressants, c'est entre 70-30 et 75-25, parce que ça fait des gens qui ont suffisamment de H pour aller à la confrontation, mais qui ont également suffisamment de F pour avoir l'empathie de savoir écouter. Et ce que tu remarques, c'est que au-delà du 85-90, tu as plus de H, mais finalement qui n'apporte plus grand-chose, et tu perds un certain sens de l'humour, une certaine empathie, une certaine capacité à sentir, à comprendre, à deviner, de savoir quand il faut être présent, quand il faut être absent, etc. Et en dessous de 70, il manque quand même un petit peu de H pour arriver à dire ce que tu viens de dire. Donc en fait, je me rends compte empiriquement que les gens, les mecs les plus intéressants et les femmes les plus intéressantes sont entre 70 et 75. Ouais, pour les filles, oui, je suis d'accord. En tout cas, moi, les F, on va dire qu'ils se rapprochent de F pur. Moi, elles m'insupportent à un niveau mais phénoménal. Je les trouve insipides, inintéressantes et aucune forme d'intérêt et aucun goût surtout. C'est assez catastrophique d'ailleurs. Mais j'ai expliqué pourquoi En fait, j'ai expliqué, mais ça a été très mal compris parce que la plupart des gens ne sont pas arrivés à dépasser le titre. Dans le fameux article, dans la fameuse vidéo où je critique l'article internet publié sur internet d'un inconnu qui s'appelle Faut-il se comporter avec les femmes comme avec des chevaux, les gens se sont arrêtés au titre. D'abord, titre qui n'est pas de moi, et en plus je critiquais cet article et j'en profitais pour expliquer que F pur, donc pour ceux qui ont du mal avec ces acronymes, qu'ils se rendent sur mon contenu, sur ma petite explication de 2 minutes qui précise comment on atteint F et H. F pur a des difficultés à créer un goût personnel car en fait c'est le produit d'une double qualité qu'elle a et que nous n'avons pas, qui est l'alter-émotivité et Ah là, je l'ai plus en tête. Attends, là on est lundi matin, un petit peu tôt, je ne suis pas réveillé. Enfin, je mettrai le lien vers ce contenu qui explique, qui rappelle que F a 2 qualités que nous n'avons pas, qui est l'empathie communicationnelle, c'est-à-dire la capacité à percevoir, à sentir plus que ce que tu ne lui dis, et l'alter-émotivité, qui consiste à s'imprégner comme un buvard de tes émotions et de tes sensations. Et ces 2 qualités-là, combinées, un petit peu comme en maths, moins et moins deviennent plus, ou moins et plus deviennent moins, ou plus et moins deviennent moins, tu vois, des règles de logique. Eh bien, en logique des émotions, ces 2 qualités combinées provoquent en fait un défaut, enfin ce qui est perçu par H pur comme un défaut, qui est l'absence de goût personnel. Et effectivement, plus une femme est féminine, plus elle sera un buvard au goût du temps. C'est-à-dire que plus elle sera à la mode. C'est pour ça qu'une femme très féminine est toujours habillée à la mode. La mode, c'est quoi ? La mode, c'est sentir les tendances. C'est pas moi qui l'ai inventé, que la mode c'était sentir les tendances. Et les tendances c'est quoi ? C'est être un buvard de l'air du temps. Une femme à la mode est une femme qui porte ce que toutes les autres rêvent de porter très légèrement en avance. Et donc il faut bien, pour qu'elle soit à la mode, qu'elle ait cette alter-émotivité, c'est-à-dire de comprendre ce que les autres aiment, et de le sentir et de le transformer, de le valoriser. Donc je répète, moins et moins égale plus. Si les femmes très féminines si les rares hommes ayant côtoyé des femmes très féminines remarquent une espèce de côté femme Lego, autre concept à moi que je développe dans un séminaire qui s'appelle l'amant idéal, c'est en réalité la conjonction de 2 qualités, je répète qualité, je le dirai 10 fois d'affilée s'il le faut, qualité, qui paradoxalement par des règles de logique
qui sont la logique des émotions, deviennent une forme de défaut aux yeux de H pur, qui est l'absence de goût personnel. Une femme très féminine est une femme qui est un buvard à tendance et un buvard à émotion, et cette capacité d'être un buvard la pousse à incarner un fantasme masculin et le désir féminin. C'est pour ça qu'une femme très féminine est à la conjonction du désir des deux sexes en fait. Elle est fantasmée par les hommes, mais si tu creuses bien le sujet, tu verras qu'elle est également fantasmée par les femmes. Ce qui ne veut pas dire... L'idéal à atteindre, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qui ne veut pas dire que les femmes sont bisexuelles, ne simplifie pas ce que je dis. Ça veut dire que... Pas du tout, Ça veut dire que en incarnant le plus petit dénominateur commun de leur désir, elle est aussi d'une certaine façon, symboliquement si l'on veut, désirée par les femmes. Allons-y, continuons sur ton cas particulier, cher Ferdinand. Donc voilà, on digresse. Donc voilà, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que c'est le moment pour moi, donc à mes 26 ans, avec le niveau de vie et la petite stabilité que j'ai, de trouver donc une compagne avec qui construire, parce que là j'ai rencontré pas mal de filles. Alors soit c'était des filles, j'étais sur les sites de rencontres, j'ai dragué pas mal et tout, que ce soit dans les transports, les machins, donc j'arrivais à avoir des trucs. Et souvent c'était ce que je remarquais, c'était que soit j'avais des filles donc assez jolies mais assez instables dans leur tête et assez gamines, c'est-à-dire ça m'énervait très vite. Et généralement je concluais même pas, je les envoyais bouler certaines. Et d'autres c'était des filles. Non, attends, pas de violence même verbale. Envoyer bouler, ça ne veut pas dire envoyer contre un... Je coupais court et je me cassais, quoi, c'est tout. Voilà, merci. Ah oui, non, évidemment. Ah, tu sais, je suis très écouté maintenant par des esprits retors, donc il faut toujours préciser, envoyer bouler, ça veut simplement dire mettre un terme à la relation. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, je cautionne aucune violence, quelle qu'elle soit, ça va sans dire. Ensuite, oui, ou alors j'ai rencontré des filles sur des applications, les applications de rencontre avec des photos retouchées, donc c'est-à-dire que les filles, elles faisaient 10 kilos de plus en vrai que sur la photo. Donc sur le lieu du rendez-vous, et là c'est le choc physique, hein, tu ouf, bon bah ouais bonjour, bah, du coup tu passes une soirée entre potes, hein, c'est terminé. Mais c'était des filles intéressantes, alors, j'ai un peu ce paradoxe là, c'est soit je rencontre des filles, on va dire assez moches, mais quand même intéressantes, soit des filles assez jolies, mais alors on va dire qu'il n'y a rien dedans quoi. Donc est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant à mon niveau social? C'est la question que je me pose en fait. Ou est-ce que je suis mal inséré? Je sais pas. C'est pour ça déjà que je fais appel à toi. Alors voilà, est-ce que c'est le moment de rencontrer? Comment peut-être je pourrais rencontrer? Et est-ce que sur les applis ça marche ou pas? C'est une question qui pourrait passer à tort pour simpliste, mais que moi je trouve très intéressante et que l'on n'a quasiment jamais traitée. C'est cette réduction archétypale ou cette espèce d'étau. Tu te sens dans un étau, et cet étau se représente de la façon suivante. Sur ta gauche, tu te sens enserré par un ensemble de personnes qui physiquement provoquent quelque chose chez toi, mais qui te déçoivent systématiquement du point de vue de leur investissement ou de leur qualité à l'échange ou de leur quoi que ce soit. Et de l'autre côté de l'étau, tu te sens serré par un certain nombre de personnes qui semblent plus prometteuses. Je dis bien semble, car tu n'es jamais allé assez loin finalement pour le vérifier. Semble plus prometteuse du point de vue de l'investissement, du point de vue des valeurs et du point de vue du don, c'est-à-dire plus généreuse dans l'échange sur tous les plans sur tous les aspects de ce terme, mais qui malheureusement pour toi ne te stimule pas assez physiquement. Et donc le problème d'un homme ou même d'une femme d'ailleurs, hein, je ne genre pas systématiquement tous mes raisonnements, je le fais à bon escient. Le problème de l'engagement ultime, le problème de la monogamie, le problème du mariage, pour employer une thématique à la mode depuis une certaine émission de télé, le problème du mariage, c'est le renoncement en fait. Et comme je l'explique dans un séminaire que tous ceux qui s'intéressent au mariage devraient posséder, toi y compris, qui s'appelle le rester séduisant en couple, je précise que l'élément surdéterminant que tout le monde en couple doit avoir absolument en tête, c'est par l'exigence d'engagement que j'ai vis-à-vis de l'autre, parce que j'attends de lui, par sa monogamie, par le fait qu'il ne me trompe pas, par sa présence auprès de moi, qu'est-ce qu'il abandonne ?
D'accord. On ne comprendra jamais les réactions et la stratégie de l'autre sur le long terme si on n'a pas conscience de ce qu'il abandonne. Il y a un roman qu'un de tes collègues VIP qui s'appelle Quentin a conseillé sur notre application de chat très récemment. Donc je rappelle que les VIP sont des abonnés mensuels qui, en plus des conversations téléphoniques, donc des phone coaching avec moi illimité, bénéficient chaque mois de la matinée de séminaire, bénéficient de réductions supplémentaires toute l'année, bénéficient de contenus exclusifs et bénéficient d'une application de chat très bien faite, très moderne, qui n'est pas le forum, qui est une véritable application qui s'utilise sur ordinateur, tablette ou téléphone et qui permet de converser comme ça, d'être notifié par les plus de 100 autres VIP et donc d'avoir parfois des réponses urgentes quand je ne suis pas tout le temps disponible, car je prends quand même des week-ends et je dors la nuit. Voilà. Et dans une conversation récente, il conseillait ce livre qui s'appelle Professeur de désir, je crois, qui je crois également, hein, je parle sans aller vérifier, et de Philippe Roth, R-O-T-H, et qui décrit le couple impossible de cette jeune... alors, est-ce elle qui est indienne ou est-ce son mari ou son ex-mari, je ne sais plus, enfin de cette jeune femme qui a connu une relation, on va dire, hors du commun au sens propre, extraordinaire au sens propre, avec un homme, avec un aristocrate, je crois, indien ou que sais-je, enfin qui lui a procuré une vie absolument incroyable et hors du commun, et qui n'arrive plus du coup, donc cette histoire s'est terminée, et pour simplement des raisons de comparaison matérielle, toutes ces histoires successives, semble-t-il, encore une fois, je parle sous la réserve de Quentin, ces histoires successives sont tellement comparées à cet absolu que du coup le quotidien dans sa normalité avec même quelqu'un d'aimant et de complètement normal la frustre. Le quotidien est totalement dévalorisé, son quotidien la frustre dans des proportions énormes. Voilà. Donc la première chose à comprendre pour arriver pour tenter en tout cas de se donner les armes de dépasser ce dilemme très intéressant que tu nous as proposé, c'est quand je m'engage avec quelqu'un, à quoi est-ce que je renonce ? C'est-à-dire qu'en offrant ton exclusivité monogamique, hein, je rappelle que ce qui peut paraître évident à une époque ne l'était pas à une autre. Donc aujourd'hui, si on m'entend me répéter de façon obsessionnelle monogamie, etc., c'est parce que le passage de l'endogamie polygamique à l'exogamie monogamique est tout sauf évident et tout sauf naturel, et c'est pas parce qu'aujourd'hui il nous semble naturel d'aller chercher notre partenaire sur une application de rencontre et d'avoir une relation monogame avec elle ou avec lui que historiquement ça l'a été à chaque stade de l'époque. Hein, il y a eu pendant des siècles on a cherché ses partenaires beaucoup plus proches de sa famille. Et par contre, la monogamie était un concept très chez les Grecs et les Romains notamment, était un concept qui n'avait aucun sens en fait. Bon, bref. Donc on n'est pas à l'heure du rappel historique. Donc déjà, à quoi est-ce que tu renonces en offrant ton engagement et à quoi est-ce que ta future partenaire renonce en offrant son engagement ? Le problème de la fille que tu juges ou que tu estimes jolie selon tes critères à toi, c'est que plus tu as des critères ne le prends pas mal, mais enfin ordinaires, plus tu as des critères communs, plus tu as les critères, on va dire, de la majorité. En gros, plus tu es attiré ou séduit par une petite mannequin à la mode, d'accord ? Plus... C'est pas le cas, Ben, imaginons que ce soit le cas, parce que je m'adresse dans un phone coaching, j'essaie de répondre à la fois à la question qu'on me pose, mais également j'essaie d'anticiper les interrogations et les doutes de ceux qui nous écoutent. Donc plus tu as des goûts à la mode, plus l'engagement que tu proposerais éventuellement à une de ces personnes est impactant et coûteux. Il est coûteux en investissement puisqu'il exige un renoncement à plein d'autres options disponibles. Et en fait, ce qui fait bugger et ce qui provoque parfois des crises, et ce qui provoque parfois des incohérences, et ce qui provoque parfois des incompatibilités de feuilles de route, c'est, je dis bien encore une fois, parfois il est difficile de faire du quantitatif sur ces sujets, c'est souvent, parfois, que le renoncement est trop grand.
C'est-à-dire que quand une personne a une infinité d'options disponibles, ou en tout cas d'énormes options disponibles, le coût pour la faire consentir à un engagement monogamique exclusif devient des millions de dollars. C'est le fameux exemple de Mariah Carey dont je ris, dont je souris, dont je ris et dont je cite souvent les entre guillemets déboires amoureux sur mes réseaux sociaux. C'est parce que c'est tragicomique. C'est-à-dire qu'une femme qui incarne la diva et qui est pulpeuse, qui est sulfureuse, qui est latino-américaine, et donc qui grosso modo a accès à peu près à l'intégralité des hommes de la planète, pour consentir à l'engagement avec un seul, et arriver à réconcilier cette équation impossible de pourquoi est-ce que je me priverai, etc., elle a fait exactement ce que je viens de décrire là. Donc qu'on ne me dise pas que je suis encore une fois misogyne, puisque je décris exactement ce qui est vérifiable dans la presse. Elle a exigé par contrat que chaque année passée avec cet homme représente une somme de X millions de dollars, ce qui est le prix de son renoncement aux autres. Et deux, elle a formalisé avec lui qu'elle n'aurait aucune relation sexuelle avant le mariage. Ce qui, quand c'est un choix religieux et quand la personne n'en a jamais eu, est parfaitement respectable et que je respecte parfaitement. Mais enfin, comme je pense qu'elle n'est pas vierge, se refabriquer une néo-virginité à 40 ou 45 ans, je ne sais pas quel âge elle a, a fortiori quand cette néo-virginité est tarifée avec un tarif... tu vois, quand c'est une prostituée ou une escorte, c'est à l'heure, mais quand c'est Mariah Carey, c'est à l'année. Tu vois, c'est... J'ai pas des goûts féminins de latino sur siliconé ou quoi, au contraire. Non, mais j'ai des goûts assez spéciaux, mais c'est pour que tu comprennes quelque chose, c'est que la stabilité émotionnelle de la personne qui va s'engager avec toi dépend de plusieurs choses, et notamment de la perception qu'elle a de son renoncement. Plus tu exiges de quelqu'un de renoncer à beaucoup, plus tu vas devoir tarifer plus elle va exiger de toi de tarifer ce renoncement, et plus les moments d'ennui, on va dire, consubstantiels à la vie à deux, parce que qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous habitiez, la vie à deux, c'est quand même une très longue conversation avec des grandes pauses au milieu. Des pauses d'ennui où on a l'impression que le temps ne s'écoule plus, où on était soufflé, on attend de se trouver à notre projet, à notre défi. On ne joue pas, on ne fait pas l'amour, on ne joue pas à la bête à deux dos en permanence quand on est en couple pendant 50 ans, ça n'existe pas, ça ne s'est jamais vu. Donc plus les moments d'ennui ou de pause affective ou de pause de désir seront sanctionnés, parce qu'elle se dira mais qu'est-ce que je fais à perdre mon existence et à avoir comme ça cette phase de mou avec Ferdinand, alors que je ne cesse d'avoir des propositions d'hommes peut-être avec des packages plus intéressants. Ouais. Donc déjà social, peut-être plus physique, ouais, la première chose à comprendre, c'est que plus l'objet de ton désir est l'objet du désir des autres, plus tu exiges d'elle un renoncement, et plus ce renoncement la rendra âpre à la négociation. C'est de la logique économique adaptée au marché des rencontres. Non, mais c'est très logique, c'est très très logique. Donc tu vois que une des pistes que je m'apprête à te proposer pour dépasser cet apparent blocage, cette apparente réduction archétypale, encore une fois, entre moche et sympa ou joli et pas sympa, enfin je simplifie à l'extrême, mais voilà. On peut faire simple, c'est ça. C'est une des solutions, c'est de changer ton goût. C'est parce que la réalité, c'est ce qui change le moins facilement. Tu vois, si tu n'es pas... C'est pas, comme je te le dis, Stéphane, je t'interromps, j'ai pas les goûts, justement, de Nadia, ça ne m'attire absolument pas. Pour faire simple, là, par exemple, par exemple, je caricature une Nadia, je trouve ça dégueulasse, quoi. Si tu veux, je vois le plastique qui se balade à l'intérieur, quoi, donc ça m'intéresse pas. Mais ouais, mais si, maintenant, ce genre de tir, on devrait leur mettre les étiquettes, je pense, comme les fringues, tu sais, avec 30% de plastique, 30% de chair humaine, quoi. Je trouve ça limite malsain. Non, mais je te dis, moi, ce que je demanderais, les qualités que je recherche chez une personne, et j'ai l'impression que ça se perd un peu. C'est pour ça que je regarde un peu les mecs qui vont trouver des filles à l'étranger ou quoi. Peut-être que, je sais pas si c'est propre à la France ou pas, ou à mon milieu social. C'est que
je dis une fille un peu qui s'entretient, bon tonique, machin, et qui est féminine et on va dire agréable quand tu rentres chez toi, quoi. C'est-à-dire qu'elle te prend pas le chou avec ces trucs, t'as déjà des problèmes à ton boulot, à ton machin, t'as pas envie que quand tu rentres de faire la guerre à ta femme. En fait, tu fais pas la course contre ta femme, tu fais la course avec. Et j'ai un peu l'impression que malheureusement à l'heure actuelle on a un peu ce souci là, c'est-à-dire que les gens veulent tout et leur contraire, c'est-à-dire la femme elle veut un mec qui a quand même du niveau social mais il faut qu'il soit rentré à 5 heures. Mais ça, alors là, si... Elle veut qu'il ait un corps entretenu mais faut pas qu'il aille à la salle parce que putain il est pas avec moi et ça prend du temps. C'est un peu le paradoxe quoi, et je veux pouvoir manger du chocolat et pas prendre un gramme aussi quoi. Là je te remercie parce que tu mets en exergue énormément de mes contenus. J'ai tout à l'heure expliqué que F avait parfois des qualités qui devenaient par une forme de logique émotionnelle des défauts. Et ben là, c'en est un autre. Une des différences entre le logiciel F et le logiciel H, ce qui ne veut pas dire que certaines femmes soient pas masculines et certains hommes soient pas féminins. Ne me faites pas chier avec ça. Une des différences entre les logiciels, c'est que F a beaucoup plus de mal que H à accepter le principe du renoncement. On l'a dit tout à l'heure, et notamment dans la logique, ce que j'appelle la logique booléenne, c'est-à-dire la logique des maths, qui est que tu ne peux pas avoir A et non A. Et le problème, c'est qu'il y a une confusion épistémologique chez F, c'est-à-dire chez beaucoup de femmes, parce que F c'est le plus petit dénominateur commun aux femmes. Il y a une confusion philosophico-épistémologique entre la conquête d'un désir de liberté, pour sortir d'un patriarcat oppressant, je simplifie à l'extrême, et cette liberté serait en fait de vouloir tout et son contraire. Mais je le sais, ça fait 10 ans que je l'explique. C'est-à-dire que la définition de la liberté change à chaque époque. Et la définition actuelle de la liberté est d'être en droit, indépendamment de ton statut, de tes ressources, de tout ce que tu veux, d'être en droit non seulement d'avoir accès à tout, c'est-à-dire d'avoir ce qui est à la limite un dessein et un souhait tout à fait noble, d'être tous égaux en droit, égaux devant les soins de santé, égaux devant la défense. Je souhaite que la police de mon pays me défende aussi bien qu'elle défende le fils du président de la République, par exemple. C'est ça la vraie demande d'égalité, tu vois. C'est que quand mon scooter se fasse voler, les policiers s'en occupent autant qu'ils s'occupent de celui de Louis Sarkozy. C'est ça l'égalité. Donc, oui, c'est un vœu pieux. Voilà, mais c'est un vœu pieux comme la plupart des vœux d'égalité. Mais enfin, ne savoir que ça ne va, comme disait Hugo, ne plus y croire n'empêche pas de continuer à espérer. Donc, on espère tous l'égalité, donc, pour revenir au concept de la liberté, la définition actuelle, et on n'expliquera pas par quelle séquence historique elle en est arrivée là, la définition actuelle de la liberté pour les femmes est de faire une espèce de liste au Père Noël de souhaits sociaux, de souhaits amoureux, de souhaits professionnels, mais sans renoncer à leur contraposer. Et le problème, ce n'est pas de demander, le problème, ce n'est pas d'attendre, le problème, ce n'est pas de souhaiter, c'est de ne pas renoncer à la contraposer. Et c'est ça, et c'est là d'où vient le bug. Et rappelle-toi qu'on est quand même dans le pays le plus consommateur d'antidépresseurs au monde, ou un des plus consommateurs d'antidépresseurs au monde. On est dans un pays où la psychologie, où la psychanalyse et les soins psychologiques, c'est-à-dire les séquences de X années ou de X décennies de soins psychologiques et de consultations avec des psychologues sont légion. On connaît tous des gens qui consultent des psys depuis des années. Et selon moi, ce mal-être à deux racines. La première, c'est le politiquement correct. C'est-à-dire que le fait que tu sois systématiquement réprimé et châtié quand tu exprimes une opinion personnelle qui ne flatterait pas l'intégralité des minorités représentantes et représentées. Et d'accord, rien que ce que je t'ai exposé depuis tout à l'heure, je te raconte pas ce que je prends dans la gueule quand je le dis. Et la seconde cause de cette dépression médicale et médicamenteuse, c'est cette espèce d'absence le refus
de l'abandon de la contraposée. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit ton vœu, ta décision, ta recherche, que ce soit rencontrer quelqu'un, ou que ce soit changer ton apparence physique, ou que ce soit accéder à un stade de responsabilité professionnelle, ou que ce soit, je ne sais, quelle que soit la noblesse de la cause que tu poursuives, pour qu'il y ait changement, comme dirait Jean Covici, il faut qu'il y ait transformation de matière. Et pour qu'il y ait transformation de matière, il faut que quelque chose soit utilisé. Et dans notre cas, en général, c'est par exemple le temps. C'est-à-dire que si tu veux un corps d'esthète, d'éphèbe, bah, ça veut dire, comme tu le dis, qu'il va falloir aller à la salle ou ailleurs. Et ça va impliquer du temps, ça va impliquer de l'investissement, ça va impliquer de la récupération, etc. Et aujourd'hui, on est dans une époque où un certain nombre de personnes, femmes mais également hommes, même si c'est, je pourrais le démontrer, un défaut un petit peu plus féminin, mais enfin il peut également être masculin, c'est le refus de la contraposée. Tu vois, c'est-à-dire que je veux un corps très mince, mais des très gros seins. Du coup, je fais de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que normalement, si tu es très mince, tu as plutôt une structure corporelle à avoir une petite poitrine et vice-versa. Mais non, je veux être très mince mais avoir des très gros seins. Je veux un compagnon extrêmement ambitieux, mais en même temps, ceux que j'ai rencontrés qui étaient extrêmement ambitieux n'étaient tellement jamais tournés vers mes désirs et à mon écoute que c'était insupportable, donc j'en ai divorcé. Tu vois ? Et oui. Pourtant la moitié de la baraque au passage. Oula, c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas. Le problème, c'est que il faut que tu cherches une partenaire qui ait la notion de l'abandon de la contraposée. La contraposée, c'est le coût de ce que tu désires en fait. Ouais, je prends des notes en même temps. La contraposée, c'est le coût de ce que tu désires. Et il est très important, c'est un critère absolument discriminant et déterminant dans la recherche de la personne compatible avec toi, que cette personne ait la notion du coût de la contraposée, c'est-à-dire du prix de l'abandon, c'est-à-dire de qu'est-ce que ce que je veux coûte. D'accord, ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que plus une femme sera féminine, plus elle aura accédé très tôt au monde de la manipulation et de la séduction des hommes, et plus elle arrivera à avoir le beurre et l'argent du beurre. Et donc elle ne comprendra jamais qu'un jour, ce qu'elle désire lui coûte quoi que ce soit. C'est jusqu'à quel âge? Parce qu'une femme, elle peut jouer sur son physique jusqu'à un certain âge, quoi. Mais après, passer, je sais pas, 32, 33, 34 ans, après, ça se prend aussi le choc de la réalité, non? Je te laisse cet avis-là, surtout qu'on ne me le donne pas. Je te pose la question, hein. C'est une question que je te pose. Je ne suis pas d'accord. Je remarque que de plus en plus, l'apprêtement et la maîtrise et la connaissance de certains codes de la féminité abolissent un petit peu cette sanction de l'âge, qui est un petit peu une sanction. C'est une sanction que l'on retrouve dans beaucoup de pays du Sud, avec la distinction. C'est beaucoup une distinction de pays du Sud en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette distinction physique entre la jeune fille, donc symboliquement disponible, et la maman, donc qui symboliquement ne l'est plus. Et on voit même dans les transformations du corps, on voit beaucoup. Moi qui habite partiellement. Enfin, moi qui ai deux maisons, en France et en Italie, tu vois beaucoup plus dans les pays du Sud cette espèce d'abandon physique à un certain moment, où on se dit bon ben voilà, ma vie désormais est de me préoccuper de ma famille, et tu vois tout à coup tu vois cette oui, tout à fait. Enfin, j'ai même l'Amérique du Sud, c'est encore plus flagrant. J'ai même peur de parler parce qu'on va me traiter de raciste ou de je ne sais quoi, mais enfin allez parcourir les pays du Sud et vous verrez cette transformation physique beaucoup plus marquée dans la seconde moitié de la vie, on va dire. Voilà. Oui, ou même même sans aller parler de pays du Sud, on prend dans les générations avant, chez nos grands-parents ou arrière-grands-parents, c'est vrai. Voilà. Donc toi, ce qui va surdéterminer ta recherche, c'est tu vas rechercher quelqu'un, et je sais que c'est très difficile à mesurer, mais qui ait cette notion du coût des choses en fait, et pas du coût des choses au sens pépette, mais du coût des choses au sens où ce désir, ce vœu que j'ai, qu'est-ce qu'il va exiger de moi et à quoi va-t-il exiger que je renonce. Et ça va écarter de toi, tu vas voir, tout un univers qui est par exemple l'univers des artistes. Le problème avec
Le problème des artistes, et crois-moi, c'est un univers que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup fasciné, beaucoup intéressé et que j'ai beaucoup côtoyé, c'est qu'à un moment, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils veulent jamais payer le prix de la contraposée. Ils ne veulent jamais. C'est-à-dire que parce qu'ils estiment à tort ou à raison avoir un don artistique, et parce que ce don artistique peut se matérialiser en œuvre d'art, que ce soit en tableau, que ce soit en musique, etc., à un moment, ils estiment qu'absolument logique que on les rémunère pour en vivre. C'est-à-dire que le prix de la contraposée, ça serait normalement que vouloir produire vouloir produire de l'art tout en voulant maintenir ton autonomie économique sous-entend de travailler 2 fois plus, parce que ça sous-entend normalement de maintenir un travail économique, purement économique, et en plus le soir et le week-end de produire de l'art, tu vois. Mais à un moment, si tu ne supportes pas de payer le prix de la contraposée, c'est-à-dire si tu ne supportes pas de contribuer toi-même à ton autonomie économique, et que tu décides que parce que tu es un artiste, tout à coup tu dois échapper par une chance divine, tu as reçu un don qui te permet d'échapper à l'enfer du salariat et à l'enfer de la contrainte de devoir produire des ressources économiques, ben tout à coup tu te retrouves en quête d'un sponsor. Comme on le disait au début de cette conversation. Mais chez un mec, est-ce que ça marche? Parce que chez une fille, oui, je vois très bien le sponsor, mais chez un mec, il est forcément obligé de produire de la ressource économique, ne serait-ce que pour payer un loyer ou une maison ou quelque chose. Oui, ça va. Encore une fois, je sais même plus si je dois approuver ou pas, mais effectivement, l'homme, enfin, les stratégies collectives de séduction masculine consistant en gros à abreuver toutes les femmes de leur entourage de propositions, stratégie renforcée en plus par les réseaux sociaux, puisque avant une proposition coûtait il fallait avoir des couilles pour se proposer, il fallait aborder une inconnue, il fallait la courtiser, etc. Aujourd'hui, il suffit d'envoyer des petits messages avec des petits cœurs et des petits smileys ridicules sur Instagram ou sur Facebook ou que sais-je, et donc du coup puisque ça ôte la crainte de l'échec, ça décuple les tentatives des hommes. Et donc aujourd'hui, l'homme, c'est par sa propre connerie collective, hein, l'homme est intelligent individuellement mais très con collectivement, par sa propre stupidité collective, l'homme a complètement dérégulé, a complètement bouleversé, a dérégulé, a cassé le marché de la rencontre en augmentant, voilà, en augmentant en s'offrant, en augmentant la quantité d'offres disponibles à un point qu'il a complètement annihilé, il a complètement étouffé la demande. D'accord. Et donc aujourd'hui, un homme qui poursuivrait une stratégie de type artiste sponsoring, enfin en tout cas d'être le sponsoré ou la sponsorette, ben ça ne fonctionnerait pas, tout simplement parce que l'homme n'est plus, par sa propre stupidité collective, n'est plus une ressource pertinente. D'accord. N'importe quelle femme a aujourd'hui accès à au moins à minima une dizaine d'hommes de standards et de qualité et de potentiel et de présentation à peu près corrects. Après, qu'elle les voit ou pas, c'est une question d'hypergamie. C'est-à-dire, c'est une question de est-ce qu'elle a ce biais féminin qui est en général de considérer qu'un partenaire est toujours c'est de chercher ses partenaires dans l'hypergamie, c'est-à-dire dans une réussite sociale de très très fort niveau, donc par effet de pyramide, forcément les hommes au sommet de la réussite sociale sont une ultra minorité, mais si elles enlèvent ce biais hypergamique et si elles regardaient l'éventail de leur fréquentation et de leurs relations sans le biais de la loupe hypergamique, elles verraient qu'elles ont tout accès à ce petit détail près de niveau de vie, elles ont tout accès à un panel d'hommes finalement plus que correct et parfois même très appétissant. Et donc et du coup, alors pour quelqu'un on va dire dans la moyenne comme moi, parce que je pense pas être faire partie des supra hyper classes là, donc comme on disait, je suis pas à 5K par mois, hein, bon. Mais qu'est-ce qu'il nous reste comme stratégie, puisque bon, on va dire le site de rencontre c'est de la merde apparemment. C'est pas apparemment d'ailleurs, c'est vrai. À part la drague sauvage. Mais alors attention. Quand on critique un média, c'est toujours quelque chose qui, sur le point de vue du raisonnement, me dérange. Un site de rencontre est un algorithme
pondu par des gens que je présuppose globalement intelligents et de bonne volonté. Un site de rencontre n'est coupable de rien. C'est comme quand on dit, je vais te faire une métaphore à laquelle tu ne t'attendais pas. C'est comme quand on dit, je déteste le métro ou je déteste le RER. Mais le RER ou le métro, quand ils sortent de l'usine qui les a fabriqués, ils n'ont aucun problème. Personne ne déteste le RER ou le métro. Les gens détestent leur alter ego, leurs confrères et leurs consoeurs qui fréquentent le métro et le RER aux mêmes heures qu'eux et dont ils n'apprécient pas la vue, l'odeur ou l'attitude. Ah bah oui, pour reprendre la phrase de Jacques Chirac. Et quand on dit j'aime pas le métro, et quand tu creuses un peu, on dit toujours oui mais parce que ça pue. Mais c'est pas le métro qui pue. Ah non, le métro, quand il est sorti de l'usine, il sentait pas mauvais, il sentait le métro. Tu comprends ? Donc le problème des applications de rencontre, c'est quoi ? Le problème des applications de rencontre n'est pas l'application de rencontre. C'est que les mecs, les hommes, les ont utilisés, comme tu le dis, comme des gros porcs et comme des imbéciles. Que les gens qui ont ces sites n'ont pas pensé. Il y a une proposition que j'ai faite depuis très longtemps, mais dont tout le monde se fout, qui est que les hommes devraient avoir un quota de propositions extrêmement limité. Tinder l'a fait, mais le nombre de likes est trop grand. Il y en a. C'est énorme quand même, c'est énorme. Voilà, tu peux en mettre une soixantaine, je crois. Un truc comme exactement. Et donc du coup, les hommes, comme on leur ôte le seul coup qui les empêchait de harceler les femmes, et qui était en fait le coup de la peur, le coup qu'il fallait quand même, il faut un petit peu des couilles quand même pour y aller dans le réel. Ouais, tout à fait. Quand tu leur permets d'y aller en envoyant du POC, du like et du swipe à longueur de journée, sans aucun coût en échange, et ben qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils maximisent leur intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. Et ils envoient du like, et ils envoient du swipe, ils swipent à droite, et ils envoient du poke, et ils doublent ça avec des petits cœurs comme ça à des inconnus ou à des amis d'amis sur Facebook. Et après, ils s'étonnent effectivement que l'application pue la mort au niveau de leur taux de réponse. Mais elle pue la mort comme le métro pue la mort. C'est pas la faute du métro s'il sent mauvais. C'est pas la faute de l'application. Si tu vois, le métro est désagréable parce que le métro parisien par exemple est désagréable parce que Paris est en surpopulation au nombre d'habitants au mètre carré. Alors j'ai plus le chiffre en tête et je ne voudrais pas dire une erreur, c'est quelque chose à aller vérifier. Mais Paris a une densité de population au mètre carré qui est trop grand, qui est très élevée, et donc une quelconque ville avec trop de gens et des gens en plus extrêmement socialement différents, obligés de partager le même moyen de transport, quand ce moyen de transport est en plus contraint par des données historiques, ça fait que le métro, on se bouscule, donc on a chaud, donc on est stressé, donc ça pue. Et ce qui a tué les applications, ce qui est en train de les tuer, ce qui va les tuer, et ce qui va en donner lieu à des nouvelles formes, à des nouveautés, à des nouvelles formes d'applications, c'est le comportement masculin, c'est pas l'application. Ce que tu dois blâmer, en fait, c'est les hommes. Parce que les applications à la base n'avaient rien de mal. Pardon, excuse-moi, je voulais pas nous interrompre. C'était une fois qu'on a fait le constat, c'est-à-dire que le constat il est fait, on est d'accord là-dessus. C'est qu'est-ce qu'il nous reste ? Puisque finalement il nous reste des filles ultra exigeantes, alors qu'elles proposent finalement des fois pas grand-chose en retour. Oui, mais elles sont ultra exigeantes. Elles sont ultra exigeantes parce qu'elles peuvent se permettre de l'être, et c'est parce qu'un nombre infini de propositions de connards les ont conduits à penser qu'elles peuvent l'être. Oui, non, mais tout à fait. Mais du coup, qu'est-ce qui reste comme option, du coup ? À l'étranger, et encore que même dans les pays de l'Est, maintenant, c'est plus le cas, d'après ce que j'ai compris. C'est pareil, ça n'est plus le cas parce que, comme le décrit très bien quelqu'un sur mon site, les hommes occidentaux sont allés pratiquer une politique de terre brûlée en se rendant dans des pays à forte démographie féminine, comme on se rendrait dans une espèce de bordel, et en s'y comportant de façon désastreuse, voilà. Ouais, comme des porcs, quoi. En s'y comportant comme des porcs. En fait, tous les déséquilibres au niveau du marché de la rencontre ont toujours à l'origine la vulgarité du désir masculin, l'absence de goût masculin qui va toujours aux stéréotypes les plus barbares au sens de barricot, et à leur absence totale
d'empathie collective qui fera toujours que l'homme choisira la stratégie qui maximisera son intérêt individuel, même si elle pourrit l'intérêt collectif. Voilà, c'est la faute des hommes si les applications de rencontres sont devenues le meilleur moyen de se faire marcher dessus et de se faire mépriser. Oui, donc déjà, supprimer, à mon niveau, en tout cas à moi, tu me conseillerais de supprimer déjà tous ces trucs-là, de timer, de machin, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs. Je te le conseillerais car même, de toute façon, même quand tu échapperas à cette espèce de tamisage ou de ratissage forcené, tu tomberas la plupart du temps sur le deuxième paradoxe des applications de rencontres, qui est qu'une fille s'y inscrit pour oublier en général une rencontre qui s'est mal passée dans le réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus actif sur une application de rencontre qu'une femme qui a souffert dans le réel, qui n'arrive pas à dépasser une obsession amoureuse ou qui a été la maîtresse d'un homme marié ou que sais-je, et qui s'inscrit sur un site de rencontre pour que tout à coup des déjeuners et des dîners divertissants avec des hommes inconnus lui permettent de passer à autre chose, tu vois. Ouais, putain. Donc, qu'est-ce qui reste ? C'est un vaste sujet. Il reste les femmes du réel. Il reste les gens avec qui tu passeras suffisamment de temps pour arriver peut-être à leur. Il reste les femmes qui ne sont pas ton goût immédiat. Il reste les gens qui gagneront peut-être ton estime ou ton envie par le temps. Il reste les rencontres du réel qui, quand même, ne soyons pas plus royalistes que le roi, qui existent encore. Il y a encore des belles rencontres dans le réel, dans le train, dans l'avion, chez des amis. Ce sont encore des choses qui peuvent arriver. Mais par contre, effectivement, il faut vivre avec ce déboussolage total des attentes des deux camps, avec des hommes qui ont des attentes complètement déboussolées par la surenchère érotico-pornographique que leurs yeux parcourent tous les jours et qui ont l'impression qu'il est normal de voir des corps à moitié nus les attirer d'un regard aguicheur dans le métro ou dans le bus. Ça s'appelle la publicité, ça s'appelle les canons de la publicité qui utilisent le corps féminin comme un objet de désir pour que s'opère un transfert du désir du corps féminin vers l'objet auquel il est accolé. Et donc là, les plaintes ne sont pas à adresser à moi, mais sont à adresser aux publicitaires. Et on n'a jamais vu des groupuscules féministes aller faire des manifestations devant Publicis. Enfin, en tout cas, je ne crois pas que ça ait existé. Donc je les encourage à aller manifester devant les agences de pub qui associent systématiquement des corps féminins désirables à un produit généralement toujours superficiel et d'utilité réelle nulle, pour que s'opère un transfert de désir entre le corps de la modèle et le produit. Donc, pourquoi je disais ça d'ailleurs ? J'ai perdu mon fil. Je sais pas, mais c'est paradoxal finalement, parce que la plupart des magazines féminins, ils sont gavés de publicité, donc c'est Publicis qui les sponsorise, et tu vas pas leur demander d'aller manifester contre ceux qui les sponsorisent. Oui, ils sont gavés de publicité, ou d'ailleurs les femmes sont toujours nues. Ils sont toujours nus en maillot de bain et dans des poses aguicheuses, mais là il y a aucun problème. Donc ils vont pas aller tuer la dame qui la nourrit, quoi, parce que c'est eux qui les font bouffer, les magazines féminins, ou même les sites un peu néo-féministes rageux. Je sais pas si tu connais ce site Mademoiselle ou je sais pas quoi. Oui, je les connais bien, elles m'insultent à longueur de temps. C'est l'air pleurer de rire. C'est un site de frustrés, quoi. Bon, je trouve ça assez lamentable, quoi. Donc le déboussolage et la dérégulation du marché des rencontres vient de la stupidité masculine et féminine. Masculine surtout, par cette espèce de refus du réel, qui est, à un moment, les hommes devraient également manifester contre la surabondance de corps féminins et de l'utilisation des codes du désir et de la séduction dans l'univers du marketing et de la publicité, en disant mais attendez, à un moment on reste des hommes, et une surabondance comme ça de corps parfaits, photoshopés, désirables dans à peu près tous nos médias, depuis le journal jusqu'au mur du métro. À un moment, ça rend nos attentes complètement irréalistes.
Et cette stupidité est également partagée par un certain nombre de femmes qui n'ont pas accès, si tu veux, enfin n'acceptent pas que la foultitude, la multiplication, la démultiplication des propositions qu'elles reçoivent ne correspond pas à leur valeur réelle, mais correspond simplement à un changement technologique qui permet aux hommes de se déclarer beaucoup plus facilement et d'étendre l'éventail de leurs propositions et de leurs conquêtes. Léo et moi, donc Léo qui présente le podcast avec moi, le podcast mensuel, on se parlait au téléphone il y a moins de 2 jours, il me rappelait encore stupéfait cet exemple, donc s'il nous écoute, il va devoir de qui je parle, à qui je fais allusion. Lorsqu'il est venu me voir en Italie, nous avons dîné avec une amie italienne qui ne pouvait pas s'empêcher de sortir son portable toutes les 10 minutes pour mesurer ses likes et ses propositions et ses demandes, et qui est une fille très sympathique mais tout à fait banale physiquement, et qui avait, je crois, 800 ou 850 propositions de demandes en amis en attente. L'immense majorité masculine. D'accord, ouais. Comment tu veux que cette fille, sans faire un effort de retour au réel absolument contre-naturel et complètement démesuré, comment tu veux qu'elle prenne conscience que sa valeur réelle n'est pas celle-ci? Est-ce qu'il se fait ce retour au réel à un moment donné par la force des choses ou par la vie qui les amène à le faire, ce retour au réel? Non, en fait, il se fait en général par une obsession amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne retournes au réel que par la sueur, l'échec et les larmes, comme on dit, et tu ne reviens au réel en général que quand le réel se refuse à toi. Donc tu ne reviens au réel que quand tu abandonnes tes opportunités virtuelles pour une réelle, et que cet homme réel ou cette femme réelle sur laquelle tu investis beaucoup, à un moment se refuse à toi et tu pars en obsession amoureuse et tu souffres beaucoup. Et quand tu souffres de quelqu'un dans le réel, tu vois que tout à coup, toutes tes propositions virtuelles tout à coup s'effacent comme des bits, au sens un bit sans le E, comme des 0 et des 1, tu vois, comme des 0 et des 1, ça s'effacerait dans un fichier informatique ou sur un écran. Tout à coup, quand tu souffres dans le réel, quand une personne te manque dans le réel, aucune proposition virtuelle numérique sur un clavier ne les remplace. Tout à coup, elles sont dévalorisées. D'accord. Et c'est en général comme ça que s'effectue l'éternel retour du réel. C'est par la souffrance et les larmes, et en l'occurrence par l'impossibilité d'accéder ou de conquérir quelqu'un dans le réel. C'est jamais par un pur processus raisonnable et raisonné. Donc on ne peut attendre, et c'est ce que d'ailleurs ma théorie du franchissement des étapes. Pourquoi est-ce qu'une femme enfant devient une femme adulte qui devient une femme maman, et pourquoi est-ce qu'un homme enfant devient beaucoup plus a toutes les raisons de devenir adulte. Tu sais, on entend souvent dans l'idéologie dominante. Voilà, on entend souvent, merci, bravo. On entend souvent dans l'idéologie dominante que les femmes seraient plus adultes plus vite que les garçons. Moi, je démontre le contraire avec le raisonnement suivant, sur lequel j'attends toujours un contre-argument, j'attends toujours un débat. Je n'ai eu que des louanges ou des critiques, mais jamais d'arguments ou de contre-arguments. L'homme devient plus vite adulte, alors que la femme devient plus vite maman. Ce qui n'est pas du tout la même chose, devenir adulte et devenir parent. L'homme devient plus vite adulte parce qu'il est contraint par son propre développement physique et hormonal d'avoir accès aux femmes, et pour avoir accès aux femmes il faut qu'il crée du patrimoine avec un certain degré d'ambition, ce qui nécessite d'être adulte, tandis qu'une femme enfant est suffisamment courtisée par les hommes pour ne pas avoir d'intérêt biologique au niveau de son évolution à devenir adulte. Elle ne devient adulte que par, encore une fois, la souffrance et les larmes, ou par choix individuel, mais elle peut tout à fait se laisser aller, entre guillemets, elle peut tout à fait se laisser aller. Et si elle n'a pas le goût de la contrainte et de l'effort, elle deviendra maman avant de devenir adulte. C'est-à-dire avant de s'être autonomisée. Et elle passera de... Et elle finira fille-mère à faire copine avec sa fille. Ouais, bah oui, il y a des chances, ouais. Et à aller s'habiller pareil chez Mango. Ouais.
pour l'explication. Je tiens ça d'ailleurs, alors là, puisqu'on me demande toujours de citer mes sources, je tiens ça d'une personne que je connais qui est responsable de chez Mango et qui me disait que la particularité de cette marque était que les mères venaient s'habiller avec leurs filles et que c'était une des rares marques de mode on va dire de la grande distribution entre guillemets. Je ne sais pas comment s'appellent ces marques qui ne sont pas du luxe, mais enfin qui sont comme un peu fashion. La spécificité culturelle dans l'ADN de cette marque, c'est que les mamans viennent s'habiller avec leurs filles. Tu vois ? Putain, dans la tête de ceux qui ont conçu ça, c'est vraiment pas con. Ben, en tout cas, je tiens cette caractéristique marketing, sexiste ou pas, on la jugera comme on veut. Je la tiens d'une responsable de boutique Mango que je connais très bien. Et donc la marque en fait propose au sein de la même boutique des vêtements pour la mère et la fille. Et d'ailleurs, on remarquera qu'il n'y a pas plus archétypal, pas plus sexiste et pas plus, on va dire, pas plus cynique sur l'utilisation des stratégies comportementales de H et de F que la pub et le commerce et le marketing, qui utilisent systématiquement ces concepts-là tout le temps, mais sans jamais se faire dénoncer. Parce qu'ils ne les explicitent pas au grand jour, ils les utilisent. C'est vers les films de Bec BD, là, c'est l'idéal, c'est ça ? Je l'ai pas vu. Où ils montrent ça, quoi. C'est ça, en fait, hein, c'est L'Oréal, en fait, l'idéal, bon. Et ils expliquent, en fait, tous les codes un peu de la pub et de la fille, en gros, qui calcule par elle va ressembler à tel truc de la Vénus de Botticelli, calculé avec le nombre d'or, machin, en gros, et il swipe, en fait. Mais le film est pas mal, quoi, la première partie, du moins, du film est sympa. Donc voilà, pour résumer notre long phone coaching plein de j'allais dire de dissertation, non pas de dissertation, mais enfin de digression. Évidemment, continue de cultiver un goût propre. Surtout ne range pas ton goût du côté de celui de la majorité, parce que si malheureusement ton goût était celui de la plupart des hommes, ou Shakira ou des mini-modèles de poche, je pense que là tu deviendrais frustré ou fou, hein, ce n'est pas raisonnable. Continue à cultiver un goût qui t'est propre et continue à voir de la beauté et de l'intérêt chez des femmes qui, paradoxalement, n'en suscitent peut-être... Enfin, continue à voir très belle et très intéressante une femme que tes amis ne voient pas forcément très belle et très intéressante, tu vois. Continue à développer un goût qui se dispense de la validation des autres et qui échappe au goût de la mode du moment. Élimine les applications de rencontres comme source de partenaires potentiels, car ça ne fonctionne pas, et j'en ai encore des stats très récentes. J'ai plus le lien en tête, c'est imprimé sur mon bureau, qui confirme que l'immense majorité des utilisateurs de sites de rencontres n'y font pas des rencontres engageantes, en tout cas pas l'engagement classique. Ouais, des plans cul, ouais, mais pas engageantes. Voilà, exactement, donc c'est pas engageant. Et cultive cette espèce d'espérance qui n'est pas un espoir fou ou immature, qui est une espérance et une certaine forme de confiance dans les rencontres du réel, qui font que quand on est prêt à ce que les choses arrivent, et quand on s'est préparé toute sa vie à ce que les choses arrivent, eh bien il y a un moment où, comme disait Cochet, citant je ne sais plus qui, tu vois que tout finit par arriver, même ce qu'on désire. Je te remercie, tu termines au moins sur une note d'espoir, donc tu fais en sorte que je ne devienne pas un connard complètement cynique, c'est pas mal. Voilà Ferdinand. Merci Stéphane. Prochain phone coaching quand tu veux, à partir de la semaine prochaine, car je rappelle que Ferdinand, enfin il s'appelle pas Ferdinand, mais voilà, c'est son pseudo, Ferdinand, a choisi d'être VIP, ce qui lui permet, on rappelle, d'avoir des phone coaching, d'avoir les matinées de tous mes séminaires toute l'année, d'avoir la discussion par application avec les autres VIP, d'avoir des contenus exclusifs, podcasts, vidéos et revues de presse. Merci Ferdinand. Mais de rien, c'est moins cher que le psy. Beaucoup moins cher, beaucoup. Alors je confirme qu'un abonnement VIP à une centaine d'euros par mois, c'est beaucoup moins cher que consulter le psy 1 à 2 fois par semaine pendant 10 ou 15 ans. Et ça dispense d'aller systématiquement chercher la réponse à tous ces problèmes dans son rapport à papa et à maman. Voilà.
Merci à toi, abonnez-vous à notre chaîne si ça n'était pas encore fait. Si ce n'est pas fait, vous avez grand tort. Et si vous le faites, vous allez comme ça parcourir le domaine des relations hommes-femmes avec une paire de lunettes inédite. Parfois ça gratte, parfois ça pique, mais vous allez voir qu'on est quand même dans le réel, le plus vrai, le plus absolu, et qu'on est à ma connaissance les seuls à le faire. Donc pour un phone coaching de cette qualité par semaine, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et évidemment le pouce bleu en dessous, c'est pas la peine de le mentionner. Salut Ferdinand.